Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la sécurité des applications web et aujourd'hui je vous propose de faire une petite vue d'ensemble des méthodes qu'il existe pour sécuriser de l'information. Donc lorsqu'il s'agit de sécuriser de l'information, il faut savoir qu'il y a plusieurs approches que l'on peut utiliser. Ces approches sont le hachage, le chiffrement et la signature. Alors d'abord, je vais vous expliquer le principe de ces différentes approches. Commençons par le hachage. Donc le principe du hachage, c'est d'avoir un algorithme qui va être capable de transformer de la donnée, mais la particularité, c'est que cet algorithme n'est pas réversible. On ne peut pas faire le chemin inverse. Si je prends un exemple simple, on va prendre cette chaîne de caractères et notre algorithme de hachage va remplacer toutes les voyelles par la lettre A et toutes les consonnes par la lettre B. Et on va en plus s'assurer que par défaut, le hash fasse 20 caractères. Ça va nous donner par exemple cette chaîne-là. La particularité, c'est que si je donne à quelqu'un cette chaîne hachée, il ne sera pas capable de faire le chemin inverse. Parce que derrière un B se cache n'importe quelle consonne, derrière un A, n'importe quelle voyelle. Donc il n'est pas possible de trouver le message original. D'ailleurs, dans notre situation, cette chaîne de caractères qui veut absolument rien dire donnerait le même hash. Alors qu'est-ce qui constitue un bon algorithme de hachage? Il y a deux critères principaux. Le premier, c'est d'avoir peu de collisions, donc faire en sorte que deux chaînes différentes ne donnent pas le même résultat. En plus, on aura aussi une condition supplémentaire, c'est de faire en sorte que deux chaînes qui soient très proches donnent des résultats complètement différents. Ça permet de ne pas donner d'indice sur la chaîne de caractères qui a été utilisée en entrée. De la même manière, les algorithmes vont en général avoir une taille fixe. Ça permet de ne pas donner d'informations sur la taille de la chaîne de caractères originale. Et justement, c'est intéressant pour un aspect de sécurité. Donc voilà pour la partie hachage. Maintenant, le chiffrement. Le principe du chiffrement, c'est d'être capable de faire une transformation qui va être réversible. On va transformer un message et on aura la possibilité, une fois qu'on aura le message transformé, de faire le chemin inverse. C'est ce que l'on appellera le déchiffrement. Donc par exemple, si je prends ma chaîne Bonjour les gens, on peut avoir un algorithme qui serait un décalage alphabétique. On va décaler toutes les lettres d'un certain nombre de crans dans l'alphabet. Donc si je les décale par exemple d'un cran, j'obtiens cette chaîne-là. La particularité, c'est qu'une fois que j'ai cette chaîne, si je connais l'algorithme qui a été utilisé pour chiffrer et le nombre de décalages, je suis capable de faire le chemin en sens inverse. Donc là, en redécalant les lettres d'un cran vers le haut dans l'alphabet, obtiendrai ma chaîne Bonjour les gens. Alors, qu'est-ce qui constitue un algorithme de chiffrement? Donc c'est un algorithme, comme je l'ai dit, qui doit être réversible. Donc on peut, à partir de la chaîne chiffrée, déchiffrer les informations. Et c'est un algorithme qui va utiliser des clés. Alors on a deux types de clés. On a des clés symétriques. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va utiliser la même clé à la fois pour le chiffrement et le déchiffrement. Donc dans l'exemple que j'ai donné, c'est une clé symétrique. Vu qu'on indique le nombre de décalages alphabétiques, c'est ce décalage qui sert à la fois au chiffrement et à la fois aussi au déchiffrement. On a aussi des systèmes de clés asymétriques où dans ce cas-là, on va avoir une clé qui va servir à chiffrer l'information, donc faire la transformation dans un sens, et une autre clé qui servira à faire le déchiffrement dans l'autre sens. Et ça sera deux clés qui seront complètement différentes. Donc enfin, la dernière approche, c'est la signature. En général, un système de signature, ça va utiliser une composition entre les deux approches que l'on a vues. Donc par exemple, pour notre chaîne de caractères Bonjour les gens, on va commencer par générer un hash qui va correspondre à cette chaîne, et ensuite à partir de ce hash-là, on va faire un chiffrement. On va expliquer un petit peu après quel est l'intérêt de faire cette combinaison-là. Donc justement, on va parler des usages. Quand est-ce qu'on va utiliser le hachage, quand est-ce qu'on va utiliser le chiffrement, et à quoi sert la signature. Donc d'abord, parlons du hachage. Le principal intérêt que l'on peut avoir, c'est par exemple pour vérifier l'intégrité des fichiers. Typiquement, on va créer un algorithme qui va prendre le contenu d'un fichier et générer un hash. L'avantage, c'est que si j'envoie ce fichier à quelqu'un d'autre, cette autre personne pourra aussi générer un hash et vérifier que les deux correspondent. Pour vous donner un exemple, je choisis ici de télécharger VLC. Et lorsque VLC télécharge les choses, il m'envoie un exécutable, un .exe. Mais moi, j'ai envie d'être sûr que l'exécutable qui m'est envoyé n'a pas été altéré. Donc dans le cadre de VLC, on peut ici afficher un checksum qui nous donne une chaîne de caractères qui est le hash qui correspond au contenu du fichier VLC. Maintenant, sur mon système, je peux utiliser la fonction SHA-256 sur le même fichier et voir le checksum que j'obtiens. Et ensuite, je peux comparer les deux. Si les deux correspondent, c'est que le fichier que l'on m'a envoyé est correct. Si les deux ne correspondent pas, c'est que quelqu'un a peut-être altéré le fichier. C'est très intéressant dans le cas où, par exemple, quelqu'un qui distribue un exécutable va le mettre sur des miroirs ou des sites tiers. Il veut s'assurer que les sites tiers ne viennent pas injecter un petit peu de code malicieux à l'intérieur. L'autre cas d'utilisation du hachage, c'est par exemple pour les mots de passe. Lorsque on crée un site web, on a besoin de sauvegarder les identifiants des utilisateurs, et notamment leurs mots de passe.
Mais ces mots de passe, on ne va pas les sauvegarder en clair, parce que si on a un utilisateur qui est pas trop au fait de la sécurité et qui utilise le même mot de passe partout, si on se fait pirater notre base de données, l'utilisateur se retrouve compromis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un hash qui va correspondre au mot de passe qui a été tapé par l'utilisateur. Par exemple ici, pour le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai ce hash-là. Alors là, c'est une version un petit peu modifiée, où on a en plus le nom de l'algorithme qui est utilisé et d'autres informations. Ensuite, lorsque l'utilisateur souhaite se connecter, il va retaper son mot de passe en clair et je vais pouvoir le hasher, ce mot de passe, et le comparer avec le hash que moi j'ai sauvegardé dans ma base de données pour vérifier si le mot de passe qui a été tapé est correct. C'est pour ça d'ailleurs on doit vraiment faire en sorte de ne pas avoir de collision, parce que ça voudrait dire que deux mots de passe différents donneraient le même hash, ce qui serait pas top. La particularité, c'est que si jamais on se fait pirater notre base de données, le pirate, à partir de ces hashes-là, il ne sera pas en mesure de pouvoir faire le chemin en sens inverse. À partir du hash, il ne peut pas, normalement en tout cas, obtenir le mot de passe original. Donc voilà pour les principes du hashage. Vérification de mot de passe et vérification d'intégrité de fichier. Donc ensuite, pour le cas du chiffrement, c'est surtout utile lorsqu'on a besoin de sécuriser du transfert d'informations et s'assurer que personne soit capable d'intercepter notre message. C'est très utilisé par exemple pour l'HTTPS. Lorsque je navigue sur un site web, je ne veux pas que quelqu'un, par exemple mon fournisseur d'accès Internet, puisse regarder le contenu des sites que je regarde. Dans ce cas-là, le HTTPS va faire en sorte de chiffrer le message entre le serveur et mon ordinateur. Si quelqu'un intercepte le message, il va avoir un truc qui sera incompréhensible et il ne sera pas en mesure de le déchiffrer. Ça va aussi être utile pour sauvegarder des fichiers sensibles sur un système. Donc on a là par exemple aujourd'hui la possibilité de chiffrer les disques durs. Donc dès qu'un fichier est sauvegardé, hop, il va être transformé avec une clé. Pareil avec les clés USB ou ce genre de choses. L'avantage, c'est que si jamais un jour vous perdez votre ordinateur ou on vous le vole, il ne sera pas possible de récupérer les informations sans avoir votre clé qui a été utilisée pour le chiffrement. Pour donner un autre exemple, mais plus en lien avec le web, si vous créez une application médicale, vous pouvez chiffrer les fichiers avec une clé que vous donnez qu'au médecin et aux patients. L'avantage, c'est que ce sont seulement ces deux utilisateurs qui pourront lire l'information à l'intérieur des fichiers. Et vous pouvez ensuite les stocker n'importe où parce que vous savez qu'ils ne peuvent pas être déchiffrés. Donc voilà pour le principe du chiffrement. Enfin, la signature, donc le principe c'est de vérifier l'origine d'un message. La particularité, c'est que dans le cadre d'une signature, on ne chiffrera pas l'information. C'est-à-dire que quelqu'un m'envoie un PDF, par exemple mon comptable m'envoie un bilan, mais moi je veux être sûr que ce bilan, c'est bien envoyé par le comptable et pas par quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'on a cette combinaison à la fois du hash pour vérifier le fichier et ensuite du chiffrement pour vérifier l'origine. Encore une fois, je simplifie un petit peu, mais vous pouvez vous intéresser aux algorithmes et aller un petit peu plus en profondeur si vous voulez avoir un petit peu plus de détails. Donc voilà pour les différents cas d'utilisation de ces trois approches-là. Alors maintenant, on va parler des faiblesses. Quels sont les vecteurs d'attaque pour ces différents systèmes de sécurisation? Donc d'abord, pour le hachage, le premier vecteur d'attaque, c'est la collision. Si on a plusieurs fichiers qui donnent ou plusieurs contenus qui donnent le même hash, le risque c'est qu'on puisse utiliser cette information pour envoyer un mauvais exécutable. Si je prends l'exemple par exemple de VLC, si quelqu'un découvre que on peut facilement créer un même hash pour un fichier différent, il serait capable de modifier l'exécutable tout en obtenant le même hash. Du coup, moi quand je vérifierai le fichier, je me dirais ah il est bien intègre, alors que pas du tout. L'autre problème, c'est les attaques par brute force. Donc là, le principe, c'est que par exemple, si on a une base de données avec les hashes de nos utilisateurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tous les mots de passe possibles jusqu'à trouver un mot de passe qui correspond au hash. Et dans ce cas-là, on obtiendrait le mot de passe original. Alors pour lutter contre ces différentes attaques, donc déjà, il y a de choisir un bon algorithme. Donc il y a des algorithmes qui sont plus rapides, mais qui ont peut-être plus de collisions, et d'autres qui sont plus lents et moins de collisions. Donc choisir un algorithme qui correspond bien à votre situation. Pour les fichiers, par exemple, on fera en sorte d'avoir un algorithme qui a le moins de collisions possible, sinon ça peut très rapidement poser des problèmes. Ensuite, pour la partie brute force, on a des algorithmes qui permettent d'augmenter le coût de génération. Typiquement, on va faire en sorte que pour générer un hash, ça prenne par exemple 1 seconde. Ce qui fait que si quelqu'un veut essayer des milliers de mots de passe, ça va lui prendre des milliers de secondes. Donc c'est intéressant de ralentir volontairement le système à ce niveau-là. Sachant que le coût doit évoluer avec le temps, parce que le matériel évolue, les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on s'inquiète de l'arrivée des ordinateurs quantiques, parce que si on peut faire beaucoup de puissance de calcul, il faudra aussi augmenter le coût pour faire en sorte de s'adapter aux nouvelles bases de performance.
Ensuite, on peut aussi introduire une variance. Là, le principe, c'est de faire en sorte que la génération et le hash varient en fonction, par exemple, de chaque utilisateur. Donc, si quelqu'un a une base de données avec plein de hash, s'il veut brute forcer les choses, il ne pourra pas le faire de manière globale. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas se dire, allez, je hash un premier mot de passe et je le vérifie contre tous les utilisateurs de ma base de données. L'idée, ça va être ici d'avoir un hash qui varie en fonction de chaque utilisateur. Et pour faire varier notre algorithme, on va utiliser ce qu'on appelle un salt. C'est une petite clé que l'on va mettre dans le hash et qui va permettre de faire varier l'algorithme. Donc si quelqu'un veut brute forcer notre système, il sera obligé de brute forcer pour chaque utilisateur, ce qui constitue un frein supplémentaire contre le brute force. Juste une petite aparté, on parle de salt et de pepper pour ces clés-là. Salt ou cell, c'est une clé qui va être mise dans le hash. Donc on a l'information, alors que pepper, c'est une clé qui est cachée et que l'on garde nous de notre côté. Voilà, c'est juste un petit détail, mais pareil, vous pouvez vous documenter un petit peu plus sur les algorithmes de hachage à ce niveau-là. Donc ensuite, pour le chiffrement. Donc le premier problème, c'est que l'algorithme de chiffrement n'est pas assez solide et quelqu'un est capable de faire le chemin en sens inverse. C'est par exemple le cas avec l'algo que je vous ai donné de décalage alphabétique. C'est assez facile d'identifier une chaîne de caractères qui correspond à ce critère-là et de faire le chemin en sens inverse. Le second point, c'est le vol de clés. En fait, si vous faites voler votre clé soit pour chiffrer, soit pour déchiffrer, du coup, la personne va être capable d'intercepter vos informations. Et on fera surtout très attention à l'échange de clés, surtout dans le cadre d'échanges symétriques. Quand quelqu'un nous donne la clé pour déchiffrer l'information, il faut être sûr que personne soit là pour intercepter cette clé-là. D'ailleurs, je vous renvoie dans le cadre, par exemple, du HTTPS sur ma vidéo. Ça vous permet de comprendre un petit peu comment le HTTPS fait pour justement échanger des clés sans forcément se les faire intercepter par un tiers. C'est assez intéressant de voir ça. Il y a aussi une vidéo de Science étonnante, je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Quelles sont les solutions du coup pour se prémunir contre ces problèmes? Encore une fois, il va falloir choisir un bon algorithme, donc choisir un algorithme qui est difficile à inverser. Donc je dis difficile, pas impossible, parce que c'est toujours, encore une fois, une affaire de puissance. Si on a des ordinateurs suffisamment puissants, techniquement, tout système est craquable. On fait juste en sorte que le référentiel de temps soit trop important pour notre algorithme. Et ensuite, le second point, c'est de protéger et de changer les clés. Donc typiquement, on ne sauvegardera pas les clés sur des systèmes de stockage simples à récupérer. Donc si vous sauvegardez des clés, sauvegardez-les sur des disques durs qui sont chiffrés. On fera aussi en sorte de ne pas les donner à n'importe qui. Donc dans le cadre de clés asymétriques, on donnera bien notre clé publique et pas notre clé privée, ça c'est très important. Et on les changera souvent. Donc par exemple, un serveur peut changer ses clés fréquemment, comme ça si jamais il y a un vieil ordinateur qui se retrouve dans la nature et que la clé se retrouve publique, elle ne peut pas utiliser notre système. Si on fait une analogie, c'est comme si vous changiez les clés de chez vous tout le temps. Vous donnez à chaque fois des doubles un petit peu à tout le monde, mais vous savez que les gens sont un petit peu tête en l'air et ont tendance à paumer un petit peu leur double. Vous changez la serrure tous les 3 jours, comme ça vous êtes sûr que personne ne peut rentrer s'il trouve des doubles par terre. C'est vraiment le même principe ici. C'est un petit peu chiant, clairement, mais c'est un bon principe de sécurité. En général, sécurité égale chiant, mais ça c'est un autre point. Enfin, pour la partie signature, les faiblesses de la signature sont les mêmes que les deux faiblesses à la fois du hachage et du chiffrement. Il va falloir trouver à la fois un système de hachage qui a peu de collisions et aussi un système de chiffrement qui permet d'être relativement solide. Donc là, il n'y a pas forcément plus à dire à ce niveau-là. Donc enfin, je vous propose de faire un petit point sur la terminologie juste pour vraiment enfoncer le clou et être sûr que vous soyez bien conscient de ce que l'on dit. Donc il y a un site d'ailleurs qui est assez intéressant qui s'appelle chiffrer.info qui fait le point sur les différentes terminologies que l'on va utiliser. Le principal problème et là où les gens vont en général vous sauter dessus, c'est quand vous allez utiliser le mot crypté. Crypté, c'est un mot qui n'a pas forcément de sens en termes de sécurité. On parle de cryptographie pour parler du domaine de la sécurisation de l'information, mais crypté ne veut rien dire parce que, en fait, crypté, ça veut dire transformer un message pour le cacher, mais sans forcément avoir de clé particulière. Et ça n'a pas vraiment de sens. On peut parler de décryptage. Par exemple, ça veut dire que vous avez un disque dur qui a été chiffré, et ce disque dur, vous avez besoin de récupérer les informations. Mais, petite particularité, vous n'avez pas la clé. Dans ce cas-là, vous allez essayer de décrypter le disque dur, c'est-à-dire trouver les informations sans la clé. Par contre, l'inverse, crypté, n'a pas de sens. Et c'est pour ça que les gens vont en général vous sauter dessus. Mais plus généralement, la terminologie a de l'importance parce que, comme on l'a vu, chiffrer et hacher, par exemple, c'est pas du tout le même principe. Donc c'est important d'utiliser la bonne terminologie pour se comprendre.
Donc on parlera de chiffrer quand on transforme de l'information avec une clé, déchiffrer quand on fera le chemin en sens inverse, décrypter c'est quand on brute force ou vraiment on essaie de pirater un système, mais par contre on n'utilisera pas le mot encrypter et déencrypter, ça c'est des anglicismes en fait parce qu'on parle de encryption et decryption en anglais. On ne parlera pas de chiffrage, parce que chiffrage c'est pour quand on fait un devis, je fais un chiffrage de la mission. Et enfin, pour coder, encoder et décoder, ça c'est pas forcément une transformation qui a un lien avec la sécurité. Si par exemple j'essaie d'envoyer de la vidéo, mon but c'est d'optimiser la bande passante, donc on fera de l'encodage. Mais l'encodage ne cherche pas à ajouter un aspect de sécurité. Certes, les données sont altérées, donc on pourrait voir ça un petit peu comme un hash, mais il faut le dire vraiment très largement, mais l'objectif n'est pas d'avoir un aspect de sécurité. Donc faites attention sur la terminologie, lorsque vous parlez des choses, utilisez les bons termes, c'est important pour bien vous faire comprendre. Donc voilà pour cette vidéo, et ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous dans d'autres vidéos où on verra des aspects un petit peu plus pratiques, c'est des cas où on va mettre en place ces différentes approches dans différentes situations. Donc on parlera du hachage pour les mots de passe de nos utilisateurs, mais aussi du chiffrement pour sauvegarder des fichiers sensibles. Et je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo. Ciao!